Bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast L'école des femmes inspirantes, le podcast. Et aujourd'hui, je reçois Stéphanie Carré. Bonjour Stéphanie. Bonjour Ida. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que tu es l'une des pionnières, des participantes de l'école. Tu fais partie de la première cohorte. Le programme existe depuis janvier 2021. Nous sommes au moment où on enregistre en septembre 2023. Et donc, dans les premières qui ont fait confiance à l'équipe de l'école des femmes inspirantes, à l'école et à moi-même, eh bien, tu faisais partie de celles qu'on pouvait compter présentes. Donc, à ce titre, je suis vraiment ravie qu'on puisse enregistrer le podcast aujourd'hui Femmes-S. On parlera de ton témoignage et de ton parcours au sein de l'école des femmes inspirantes dans un deuxième enregistrement. Mais voilà, j'ai envie de te présenter aussi sous cet angle-là pour participation aux échanges qu'on va avoir ce matin. Nous sommes d'anciennes collègues aussi au sein de la SNCF et à ce titre, ça me touche particulièrement aussi de pouvoir partager nos chemins de vie. Et puis, tu as eu un parcours sur les 2 dernières années que tu vas peut-être nous détailler un peu plus dans les prochaines minutes et qui, je pense, peut inspirer beaucoup de femmes qui nous écouteront. Donc vraiment, merci Stéphanie d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans ce podcast. Merci Ida, merci à toi parce que je suis très très contente que tu m'aies proposé ça. Euh, j'ai un peu le trac aussi et je suis très contente de le faire maintenant parce que bah, tu l'as dit, hein, moi j'ai fait l'école des femmes inspirantes, j'ai débuté en mars 2021, donc on était dans les premières. Ça fait 2 ans que j'ai terminé et, et voilà, pour moi ça a été un profond révélateur et je suis contente de pouvoir témoigner 2 ans après la fin du programme. Hmm. Alors là aujourd'hui, on va parler particulièrement de ce concept que j'ai proposé, Femmes-S, donc ces femmes uniques aux multiples facettes. Peut-être la première chose que je te propose de faire, c'est de te présenter toi à ta façon. Et Femme-S, comment toi ça te parle et puis peut-être comment tu t'es approprié ce terme et comment tu le vis aujourd'hui. Alors effectivement, femme-s, j'aime beaucoup ce truc que tu as inventé, femme aux multiples facettes. Je pense qu'on est toutes finalement, hein, des femmes aux multiples facettes. Euh, Peut-être la manière dont je parlerai de moi, donc je suis une femme, euh, je suis une maman, je suis une épouse, je suis une fille, je suis une sœur, une amie. Euh, Si je vais dans ce que j'aime faire, je suis une lectrice invétérée. J'aime beaucoup lire. Je lis tout le temps. Beaucoup de choses, beaucoup de bouquins en lien avec la psychologie positive depuis quelques années, mais voilà, tout ce qui touche en fait au développement. Je fais partie de 2 cercles littéraires. Je suis musicienne aussi. Je joue du violon. J'ai appris la guitare et le piano. Je suis un peu sportive, moins qu'avant, mais un peu sportive. Et puis, je pense que je suis quelqu'un d'engagé. Je suis engagée depuis de nombreuses années, voire depuis tout le temps, dans des mouvements ou des associations. Là, depuis 6 ans, je suis dans le mouvement des scouts et guides de France, investie dans l'équipe d'adultes des Bords de Mer, du groupe des Bords de Mer. Et puis, par ailleurs, je suis une professionnelle, donc manager depuis 22 ans au sein de la SNCF. Durant ces 22 ans, j'ai fait plusieurs métiers différents. Donc, j'ai bossé pendant 11 ans dans la finance. Ensuite, pendant 6 ans dans les métiers de la formation. Et depuis 5 ans, on va dire j'étais dans les métiers des ressources humaines. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Euh, que ces multiples facettes, finalement, c'est beaucoup enfin, c'est beaucoup de choses différentes et on en reparlera après sans doute, mais je pense que le travail que j'ai fait au sein de l'école des femmes inspirantes, ça m'a aidé à en prendre conscience, à l'assumer peut-être et à ouais, l'assumer. Je crois que c'est comme ça que je le résumerais, à l'assumer, à le vivre mieux finalement. Hmm. Tu percevais pas toutes ces facettes de toi avant? Euh,
je pense que je me le cachais un peu parce que ça me mettait pas très à l'aise en fait. J'étais pas à l'aise avec ça. J'avais plutôt l'impression que c'était un truc pas très normal en fait. Tu sais, j'avais l'impression d'être, je sais pas, alors j'allais dire hyperactif, j'aime pas ce mot-là parce qu'en fait maintenant on met plein de choses derrière, mais tu vois, quelqu'un qui faisait trop de choses ou d'ailleurs on me renvoyait souvent ce truc de dire ah bah tu changes encore, ah bah tu fais encore ça, ah bah tu fais encore ci. Et donc tu vois, il y avait un truc avec lequel je pense que j'étais pas très à l'aise en fait. Et je crois vraiment que le travail que tu as permis avec l'école, c'est ça, c'est d'en prendre conscience, de l'assumer et de vivre pleinement avec toutes ses facettes, sans en renier aucune et voilà, tu vois, avec de la sérénité finalement. Enfin, en tout Hmm. cas, une tentative de sérénité. Euh, Tu dirais que qu'est-ce qu'est-ce que tu as compris ou intégré qui t'a permis de faciliter cette appropriation de tes facettes et de les exprimer et de les assumer? C'est quoi quel a été le déclic peut-être? Euh, Je crois que la prise de conscience que ce que je pensais être une faiblesse était en fait une force. C'est peut-être ça le plus gros déclic. Si je donne un exemple pour illustrer, je te disais tout à l'heure, tu vois, tu me disais, mais ces facettes, t'en avais conscience. Oui, et je les assumais pas trop. Un peu de la même manière que le jour où j'ai découvert que l'apprentissage, pour moi, ça faisait partie de de ma force de caractère, de ma signature de force, et que c'était quelque chose qui me nourrissait. Mais quand je vais dire ça a changé ma vie, mais vraiment, ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusque-là, je vivais ça, cette soif d'apprendre tout le temps, de découvrir des nouveautés, d'être portée à se former, à aller vers d'autres métiers, à se mettre un peu en déséquilibre. Je prenais ça vraiment comme quelque chose entre guillemets, pas normal, ou en tout cas un peu presque un handicap, finalement, tu vois. Et le fait de Mhm. réaliser que c'était une force et qu'en fait c'était quelque chose qui me nourrissait et qui faisait partie de moi et qu'en fait j'avais pas vraiment choisi. Finalement, je suis née avec ça, comme d'autres sont nés avec d'autres forces. Voilà, on a tous finalement. Mais tu vois, de réaliser que bah, c'était mon ADN, que ça faisait partie de moi et que si je nourrissais cette force, ça me faisait du bien, ça me donnait de l'énergie, j'étais authentique et ça me permettait de faire plein d'autres choses. Ben, en fait, ça a vraiment, je pense, changé mon regard sur les choses et ça m'a permis, tu vois, je parlais d'assumer tout à l'heure, mais je pense que c'est ça, c'est d'assumer beaucoup plus pleinement ça, d'être à l'aise avec et de mieux me comprendre finalement, tu vois. Hmm. Ouais. Et quand j'ai ma vie, qu'est-ce que ça a apporté à ta vie et dans quelle mesure ça a changé ta vie? Hum, Je crois que ça m'a permis d'oser faire des choses. Ça m'a permis d'oser Mhm. euh, aller chercher des réponses que je cherchais depuis très longtemps et que je trouvais pas. Ça m'a permis de... Tu vois, quand je dis assumer, c'est bah, assumer le fait que, bah, typiquement, par exemple, ouais, ok, je vais reprendre des études. Et en fait, c'est ok avec ça. Et ça demande de l'organisation, ça demande un peu de sacrifice, ça demande que la famille soit d'accord et d'embarquer tout le monde. Mais en fait, je le fais euh, pas de la même manière, tu vois, pas en me disant, oh là là, mais est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je vais trouver une petite place et je vais faire en sorte que ça change rien? Non, en fait, je l'assume. Même, tu vois, je change de posture en me disant ça. Mais tu vois, je suis droite dans mes bottes avec ça et bah, tu le vis différemment du coup. Donc, tu vois, c'est en ça Hmm. que ça change aussi quelque part. Quand je dis que ça change ma vie, c'est que tu fais pas les choses de la même manière. Tu les fais pas avec la même conscience, la même énergie et ouais, la même conscience. C'est peut-être ça. Ouais. Ouais, la même conscience. Mm. Tout à fait. Hmm. Euh, Au départ, quand j'ai dit ce terme de femme-s, je pensais beaucoup à la question de la liberté. Alors peut-être parce que je me sentais un peu enfermée à un endroit et que j'avais besoin de retrouver cette liberté-là, mais je l'ai longtemps associée en fait, hein. Et tu dis, c'est intéressant parce que tu dis, quand je faisais beaucoup de choses, il y avait le regard des autres qui me disaient, ah tiens, c'est bizarre, pourquoi tu as besoin de faire tant de choses, etc.
moi, je vis ça un peu comme un frein, en fait, comme si le regard extérieur mettait une limite à ce qu'on était capable de déployer. Est-ce que toi, tu as ressenti ça et peut-être cette notion de liberté, est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle, qui résonne pour toi? Mm. Ouais, c'est quelque chose qui résonne beaucoup et je pense que j'ai aussi beaucoup travaillé depuis dans ces 2 dernières années, ou enfin 2 dernières années et demie. Peut-être que la meilleure illustration que je pourrais donner, c'est finalement ce que je vis aujourd'hui, où je décide après 22 ans de quitter cette belle entreprise où j'étais salariée. Donc 22 ans, c'est pas rien, pour me lancer dans d'autres projets. Et je dis toujours, j'ai adoré l'expérience que j'ai vécue dans cette entreprise. Elle m'a permis plein de choses et elle m'a permis aussi de me révéler, de me former, voilà, de faire plein de métiers différents. Et en même temps, paradoxalement, moi, j'avais un sentiment, finalement j'évoluais, plus je développais de compétences, plus je montais dans responsabilité, de manquer de liberté. C'est difficile en fait à comprendre et à expliquer, mais tu vois, un peu comme une phase, enfin, comme une impression d'être enfermé dans quelque chose, alors que j'avais beaucoup de latitude dans mes postes, j'avais beaucoup d'autonomie, j'avais beaucoup de responsabilités. Enfin, tu vois, c'est pas une personne en particulier qui m'empêchait de faire des choses. C'est que, je sais pas, c'est le contexte, le fonctionnement, et peut-être que c'était plus en phase aussi avec ce que moi, j'avais envie de faire. Mais en tout cas, pour moi, cette décision-là de quitter et d'aller vers autre chose, notamment de monter mon entreprise et d'aller aussi vers d'autres projets, c'est une forme enfin, c'est une façon de retrouver aussi de la liberté Mm. d'agir, de la liberté de s'assumer, de la liberté de faire des choses sans... Alors, bien sûr, tu es toujours quand même soumis au regard des autres, mais avec un petit peu plus peut-être de détachement. Euh, ouais, tu vois, de te sentir un peu pousser des ailes parce que du coup, bah, t'avances, quoi. Tu traces ta route et voilà, c'est un peu ça pour moi que ça regroupe ce Mm. concept de... C'est drôle ce que tu racontes sur le fait que tu montais en hiérarchie et que tu sentais en même temps que tu montais en hiérarchie qu'il y avait une forme d'étau qui se resserrait sur Mm. toi. Mm. Si je le dis comme Ouais, ouais, ça c'est un petit peu correspond à ça, ce que ouais. tu Mm. viens de dire. Mm. Parce que j'ai eu exactement le même sentiment. Alors, je pense que c'est aussi largement dû à moi et aux aspirations que je commençais à avoir et qui, du coup, étaient en décalage, puisque bah, globalement, alors pardon pour la machine à café qui fait sa purge, je ne sais pas si on m'entend dans le micro. Euh, je pense que c'est donc largement lié à moi parce qu'en effet, voilà, je commençais à avoir de nouvelles aspirations et notamment une aspiration extérieure à monter mon propre cabinet avec voilà, tout un projet, etc. Donc, parfois inconsciemment, hein, on crée aussi un peu le problème quoi, pour pouvoir se Mm. justifier de créer un mouvement. Bon, voilà. Donc, je suis pas sûre que j'étais pas libre. En effet, comme toi, dans cette belle entreprise commune hein, dans laquelle on a travaillé à la SNCF, moi, j'ai eu plein de liberté pendant 10 ans. Enfin, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais. Et jusqu'aux dernières heures de poste, j'étais sur des projets que j'avais impulsés et qui venaient complètement de moi et qu'on m'a laissé faire et pour lesquels j'ai eu des moyens, même si je pouvais dire à l'époque que j'avais pas assez, bah, en même temps, j'ai pas demandé plus. Donc, tu vois, avec le recul, je me dis, bah oui, tu disais que t'as pas assez, mais c'est ce que tu avais demandé et tu l'as eu. Peut-être que si tu avais demandé le double, tu aurais eu le double. Et voilà, mais juste, à un moment donné, faut aussi se positionner et demander. Mais je ressentais la même chose que toi, c'est-à-dire j'avais l'impression que plus j'allais monter et plus j'allais un peu le poids du corporate qui allait tomber sur moi et de devoir finalement me conformer, etc. Mais en même temps, tu vois, avec le recul, et je trouve que c'est intéressant aussi de ce fait-là qu'on fasse le podcast 2 ans après, parce que du coup, toi, ça fait 2 ans après le programme et quelques jours après ta sortie. Et moi, ça fait du coup bientôt 4 ans de ma sortie de l'entreprise. Et je perçois ça maintenant avec un œil de me dire, bah, en même temps, dans quelle mesure je me suis raconté cette histoire-là aussi pour pouvoir me donner une bonne raison de sortir. Et si j'avais eu un autre point de vue sur la situation, bah, peut-être que cette liberté que je cherchais, en fait, je l'avais déjà et j'aurais pu la saisir en interne. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que les femmes qui nous écoutent, parfois, elles sont dans ces moments charnières
de questionnement professionnel. Qu'est-ce que je fais? J'en ai marre de ma boîte, j'en ai marre. Voilà, si on se pose des questions, c'est qu'il y a un truc à un moment donné qui fait un peu grain de sable dans le système. Mais parfois, il suffit simplement de décaler le point de vue, Mm. sortir, et c'est magnifique quand c'est vraiment une décision complètement assumée, complètement réfléchie, etc. Mais ça peut aussi amener à simplement se repositionner aussi en interne différemment et à comprendre un peu mieux quels sont nos Oui, désirs. Et cette liberté, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand on la cherche, en réalité, on l'a déjà. oui. Voilà, ça paraît parfois un peu bizarre de dire les choses comme ça, mais voilà, cette liberté, quand on la cherche, c'est qu'on l'a déjà. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, je voudrais. Et puis même moi, je me dis, ça fait écho ce que tu dis, parce que moi, ça fait des années, en fait, que je me... En fait, c'est même plus que ça. Je me suis toujours dit, je ne finirai pas à la SNCF. Au début, je savais pas trop pourquoi je me disais ça, tu vois. Et ça fait plusieurs années que je sens une profonde envie chez moi de vivre autre chose ailleurs. Et donc, je crois que c'est aussi ça, tu vois, c'est que comme tu dis, tu crées finalement les conditions pour que, à un moment donné, ton chemin, il s'écarte et que et peut-être que ton analyse, elle est un peu faussée, mais en tout cas, oui, moi, je pense que ça fait longtemps que je me dis, et c'est pas parce que c'est la SNCF, c'est pas parce que c'est, enfin, tu vois, c'est juste que moi, je me dis, je serais frustrée si je finissais ma vie et que j'avais pas vécu autre chose, donc il faut que je le vive, et on verra ce que ça donne, et peut-être que je reviendrai un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, là, pour le moment, c'est ça qui Voilà. m'appelle, et c'est peut-être ça aussi, ce fil-là que j'ai voulu tirer, en pensant peut-être que c'était aussi lié au manque de liberté, j'en sais Ouais, et je crois que c'est ça qui est fondamental, en fait, plutôt que, et c'est un peu toujours les mêmes, enfin, autour du même principe qu'on dit, c'est d'abord, je regarde à l'intérieur de moi, rien. de quoi j'ai besoin. Ah oui, en fait, ce dont j'ai besoin, c'est pas la boîte, c'est pas, ça a rien, enfin, finalement, voilà, ça, c'est une circonstance, voilà, qui se présente. Mais en vrai, ce qui parle à l'intérieur de moi, c'est que j'ai envie de vivre un truc. Oui, Et je serais voilà, je serais dégoûtée de pas avoir vécu ce ça. truc-là dans ma vie. Et donc, sous Exactement. quelle forme je peux le vivre? Et après, finalement, les formes et la manière de pouvoir le vivre, il y en a une infinité. Et ça devient après un choix personnel qui nécessite d'être assumé et qui peut se faire finalement de plein de manières De plein de possibles. manières différentes. Oui. Ouais. Ah, je trouve ça super intéressant. Et alors, moi, ça m'intéresserait aussi de savoir, du coup, ce regard extérieur euh, qui te, voilà, peut-être qui te pesait. Comment il est ce regard extérieur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est de ce regard extérieur? Euh, Tu veux dire comment moi je le vis? Bah, alors voilà, comment il se manifeste? Est-ce qu'on continue à te dire que c'est quand même bien bizarre tout ce que tu fais? Voilà, donc ça déjà, est-ce que c'est encore quelque chose qui a la place de s'exprimer à Hmm. l'extérieur de toi? Et si, alors bah, déjà ça peut-être. Je pense un peu, et je pense que c'est un peu différent quand même. Ouais. Mais peut-être que ça va être ta deuxième question. À mon avis, c'est très lié à la façon dont moi l'assume ou je le vis différemment et dont j'en parle différemment. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? J'ai l'impression qu'avant, en fait, je me cachais ou quand j'avais un regard extérieur tu vois, qui me disait, ouais, t'en fais peut-être un peu beaucoup ou tout ça, tu vois, je culpabilisais, et du coup, je me faisais toute petite et je dis, bah oui, c'était peut-être raison, il a peut-être raison, il a peut-être raison. Machin. Aujourd'hui, comme moi, j'ai cheminé là-dessus et que je suis vachement en paix avec ça, je pense que je renvoie à autre chose. Et je suis Mhm. beaucoup plus capable d'en parler de manière détendue, tu vois, sans que ça m'énerve ou sans que ça aille chercher chez moi quelque chose que je j'arrive plus à maîtriser. Et du coup, il y a les deux qui jouent, tu vois. Je pense que, enfin, en tout cas, mais je pense que le fait que moi, j'ai changé et que je le vive différemment, à mon avis, c'est ça qui fait que, du coup, le regard des autres, il change. Tu crois pas? Je le crois. Je crois en effet qu'on est beaucoup plus perméable à ce qui se passe à l'extérieur de nous et perméable, surtout quand ça vient de titiller, Mm, quand c'est quelque chose qui en nous n'est pas au clair en fait. mm, Et que mm, moi je dis souvent, il y a des tas de choses en fait qui glissent sur vous comme sur les plumes d'un canard. mm, Vous vous en rendez même pas compte parce qu'en fait vous êtes tellement pas concerné ou c'est tellement intégré pour vous que ben voilà dans votre vie vous avez telle ou telle valeur, telle ou telle croyance et que bah, c'est comme ça que en fait quand l'extérieur vient vous le ramener ça vous passe cette expression ça me passe au-dessus quoi ça me mm, passe au-dessus et en fait on a déjà plein de choses comme ça et on s'en rend pas compte
quand c'est un truc qui vient nous percuter, on ne se rend pas compte en fait que ça vient nous percuter précisément parce que c'est quelque chose qui n'est pas intégré pour Mm. soi. Mm. Sinon, ça nous passerait au-dessus. Moi, Ouais. j'ai vraiment cet exemple-là, par exemple, avec le fait que moi, par exemple, mes enfants, ils n'étaient pas toujours tirés à quatre épingles, tu vois. Et pendant de nombreuses années, quand j'allais rendre visite à ma mère, le fait que ma mère me fasse une réflexion sur bah, tes enfants, ils sont pas bien coiffés, ils sont pas. Voilà. Et donc ça me crispait, ça me froissait, ça me mettait hyper mal. Et en fait, c'est parce que j'assumais pas du tout ça. C'est-à-dire que je le faisais parce que c'est un peu ce que je pouvais faire à ce moment-là et je pouvais pas vraiment faire mieux. Bon, voilà. Mais en même temps, j'assumais pas Mm. que c'était comme ça. Voilà, voilà. Si mes enfants ils sont pas nickel chrome ou que les collants ils vont pas avec la jupe, ma foi, voilà. Et en fait, je crois qu'après le confinement, il y a des trucs comme ça que j'ai lâchés. Et je sais que ma fille Nora, par exemple, la petite dernière, pendant toute l'année de deuxième année de maternelle, elle était en mode princesse. Et donc, elle voulait aller parfois habillée un peu avec des robes de mariage à l'école ou des choses comme ça. Alors, tu vois, robe de mariage en tulle avec les collants d'hiver, tu vois. Et à un moment donné, j'ai fait, bon, allez, quoi. Enfin, Allez, tu vois, je vas-y. m'en fous, quoi. Et en fait, bah, enfin, la maîtresse, elle m'a jamais rien dit. Elle m'a pas convoquée, tu vois, pour habillage Tout en inapproprié. fait. Enfin, tu vois, et même ma mère, elle s'est arrêtée, en fait, de me faire des remarques quand à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, là, en fait, c'est pas que j'ai envie qu'elle soit habillée comme ça tous les jours, mais en fait, là, j'ai d'autres Pas priorités, c'est pas grave, grave, hein? tu vois. Et en fait, on a vraiment arrêté de m'embêter avec ça, y Mm. compris ma mère. Mm. Mais c'est vous, en fait, je pense qu'on renvoie un truc finalement inconsciemment quand on est au clair avec soi, hein. Et ça, ouais. Je pense que ça, c'est quand même une grande révélation pour moi, tu vois, ce que j'ai vécu dans les 6 mois du programme. Ouais. Beaucoup là-dessus. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il y a la place? C'est comme s'il y avait finalement, il n'y a plus d'espace pour faire ces remarques, ou même s'il y a, en fait, ça passe à un autre niveau dans ton niveau de conscience. Donc, c'est ça, ça passe au-dessus. Donc, même s'il y a l'espace, en fait, on le voit plus. Voilà, on l'entend plus. C'est ça que tu disais, peut-être qu'il y a quelque chose qui est différent. C'est pas que les gens te disent plus, ou peut-être qu'ils te disent moins, en effet. Ce serait intéressant. Un jour, il faudrait qu'on mesure, tu sais, le avant-après. Avant, est-ce que les gens font des remarques? Après, est-ce que les gens font pas de remarques? Je suis sûre que c'est hyper intéressant. Pas forcément évident à mettre en place comme expérience, mais vachement intéressant. Mais de toute façon, ouais, en effet, si les remarques sont présentes, en tout cas dans ton niveau de conscience, c'est Mm. pas du tout la Mm. même prise en compte. Ouais. Euh, Là, on vient de passer quelques années assez intéressantes pour les femmes. Je pense que ça a commencé avec le mouvement MeToo 2017-2018, où il y a eu pas mal de choses qui ont été dites et révélées sur ce que les femmes pouvaient vivre, subir. Et puis il y a eu le confinement qui a renvoyé les femmes à la maison sur des tâches à la fois domestiques, mais pas que domestiques, éducatives aussi, avec l'école à la maison. On a vu que les femmes s'étaient beaucoup plus mis en chômage partiel que les hommes. Elles avaient beaucoup moins eu d'espace dédié pour travailler que les hommes, même si elles étaient en télétravail et pas en chômage partiel à ce moment-là. Voilà, après, il y a eu une année 2021 où on comprenait rien. Est-ce que les enfants, ils allaient à l'école, ils allaient pas à l'école? Enfin, voilà. Et il y a eu une charge mentale qui existait déjà, mais qui a explosé pour les femmes. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant pour qu'on puisse regarder aussi ensemble comment toi, tu analyses ce contexte actuel pour les femmes, risques et opportunités. Comment toi, tu vois les choses là, dans ces dernières années qui viennent de s'écouler et puis celles qui arrivent? Hmm. Je suis de nature, moi, vraiment très optimiste. Ça me joue parfois des tours parce que j'ai quand même toujours tendance à penser que les choses vont bien se passer. Euh, c'est quand même, je trouve ça très chouette d'être optimiste, mais du coup, ce côté-là me fait penser que pour moi, c'est une opportunité. Et mon regard, je pense qu'il est un peu biaisé aussi par le fait que, tu vois, moi, ce que j'ai vécu avec le programme de coaching, ce que j'ai mis en place après, ça me fait aussi rencontrer plein de gens qui bougent, plein de femmes qui bougent. Et ça oriente mon regard, si tu veux, vers un petit microcosme de gens
qui me donne Ouais. beaucoup d'espoir. Parce que moi, je vois beaucoup autour de moi des femmes qui se questionnent, qui prennent des choses en main, qui prennent des décisions, qui prennent du pouvoir sur elles, tu vois. Mm. Pouvoir pour s'occuper d'elles, pour prendre du temps, pour se poser les bonnes questions, pour assumer qui elles ont envie d'être et pour prendre des décisions. J'essaie de tourner parce qu'il y a le soleil qui... Et pour prendre des décisions, tu vois, pour être... et moi, je crois beaucoup à ça, tu vois. Je me dis que, bah, déjà, quand tu vois le chemin parcouru depuis ne serait-ce que des dizaines d'années, parce que, Mm. voilà, c'est tout le temps, et toi, tu le dis beaucoup dans tes publications, dans tes livres et tout, mais ça fait quand même pas si longtemps que ça que la femme a le droit de vote, a le droit d'avoir un chéquier. Voilà, il y a quand même des choses qui sont relativement récentes dans nos vies de femmes. Donc, même si tu prends à l'échelle des 10 dernières années, c'est énorme les pas qui ont été faits. Et, euh, et quelque part, le chemin, tu vois, vers lequel on va, qui est un chemin d'équilibre, tu vois, dans la place des hommes et des femmes dans la société. Donc, moi, je suis plutôt confiante là-dessus, tu vois. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Quand je vois toi, tout ce que tu fais, les initiatives, l'école des femmes inspirantes, bah, ce matin, on était ensemble pour le témoignage, mais c'est tellement beau, tu vois, toute cette énergie que chacune met pour voilà, faire des pas sur elle, avancer, etc. Donc moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Mm. Mais voilà, je te dis, c'est quand même un peu biaisé mon regard. D'abord parce que je suis un peu très optimiste de nature. Et parce qu'en ce moment, je vois quand même beaucoup de femmes comme ça. Il y a quand même un vrai risque, hein. Il y a un vrai risque qu'on laisse un certain nombre de femmes sur le bord de la route. C'est peut-être notre responsabilité, peut-être à nous qui avons eu la chance, peut-être, tu vois, de monter dans ce train-là. C'est rigolo. Mm. Petit clin d'œil. Clin d'œil. Euh, mais tu vois, de monter dans ce train-là de cette prise en main, tu vois, quelque part, de se dire, bah, nous, on va faire des trucs et puis on va pas se laisser porter par ce qui arrive. C'est peut-être à nous d'impulser ça et d'être un peu moteur là-dedans pour faire en sorte que ça soit qu'on essaime le plus possible ça, qu'on montre ce modèle aussi à nos filles. Tu vois, des fois, je me dis, je suis contente de faire ce que je fais aussi par rapport à pour ce que je montre à mes enfants. Alors, j'ai pas trop l'impression qu'aujourd'hui ils s'en rendent compte, hein, parce que ils sont pas en train de dire, waouh, maman, c'est génial ce que tu fais, tu prends des risques, tu vas t'épanouir et tout. Ils sont pas du tout en train de dire ça. Ils le pensent un peu, mais ils voient plus le côté insécure, en tout cas, ou en tout cas la sécurité qu'ils perdent. Euh, mais malgré tout, je me dis, bah ouais, mais quand même, je suis contente de peut-être de leur montrer aussi qu'il y a d'autres choix qui sont possibles et peut-être que ça marchera pas et voilà, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est aussi d'oser et d'essayer. Donc je me dis qu'on a aussi une responsabilité par rapport à ça, tu vois, et qu'on fasse attention, qu'on prenne soin, tu vois, qu'on prenne soin de tout le monde, y compris des femmes qui n'ont peut-être pas eu la chance, comme nous, de trouver sur leur chemin, et, tu vois, ce qui leur permet de grandir, de prendre les choses en main comme nous. Donc, mais ça reste de l'espoir quand même, tu vois, profondément, je pense, moi, Ouais. mon point de vue là-dessus. Je te rejoins absolument sur cet optimisme. En effet, hein, on est vraiment dans une dynamique de progrès qui est assez, bon, voilà, qui est assez récente. Hein, c'est 2000 ans, 2000 ans d'histoire pour les femmes. Bon, et bien plus évidemment, mais en effet, on a le droit de vote que depuis 1947. On a le droit d'avoir un chéquier sans l'autorisation de son mari et de recevoir son salaire et de travailler sans l'autorisation de son mari que depuis 1965. On voit à quel point ça, c'est ancré parce que moi, les femmes qui viennent vers moi, hein, ce sont des femmes qui ont fait des études, qui travaillent et qui ont souvent des hauts niveaux de poste. euh, qui demandent encore l'autorisation à leur mari si elles peuvent bah, du coup investir dans le programme. Mm. Et ça, je le dis dans ma conférence. Là, j'ai créé une nouvelle conférence issue de mon bouquin. Je dis, mais les hommes, ils ne demandent pas l'autorisation à leurs femmes. Ils en parlent, voire même ils n'en parlent pas. Mais voilà, on va dire, si c'est dans la communication du couple, ils en parlent. Ils disent, bah voilà, je suis en train de me faire accompagner. Mais j'ai jamais un homme qui m'a dit, bon, bah attendez, je vais voir si ma femme, elle veut bien que je fasse mon accompagnement avec vous. Et j'ai beaucoup, vraiment beaucoup de femmes qui finalement ont tellement intériorisé ce truc-là, mais inconsciemment, et c'est un héritage
là, on parle de transgénérationnel, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on continue à être dans la même logique de soumission, et je dis pas soumission au sens féministe, hein, du terme, on est soumise, etc., mais c'est quand même un acte de soumission, parce que il y en a beaucoup, le mari ne veut pas, alors même qu'elle gagne de l'argent, qu'elle contribue au foyer, etc. Ah bah non, mon mari n'est pas d'accord. Et c'est vraiment quelque chose, vraiment, enfin, moi j'invite les femmes qui écoutent là à aller réfléchir à ça. C'est dans quelle mesure, en effet, le terreau fertile dans lequel on vit ben, nous permet un tas de choses et comment on a gardé des héritages, intériorisé des héritages qui font que on s'empêche en fait encore aussi de prendre pleinement notre place, quoi. Et j'aime bien que tu dises ça par rapport aux générations à venir, par rapport à nos filles, par rapport à nos fils aussi, puisque ça influence aussi la manière dont eux-mêmes seront avec leurs filles et leurs femmes. Moi, j'aime dire que c'est aussi une forme de devoir pour les femmes françaises. Mm. Parce qu'on est en France, quoi. Mm. Et parce que ces droits-là, ils existent et qu'on est sans doute en avant quand même aussi par rapport aux autres pays et aux femmes dans le monde, de se dire, bon, attends, moi, j'ai un terreau fertile que je peux saisir, quoi. Ça veut Mm. pas dire que ça pousse tout seul, mais le terrain, il est là, quoi. Et donc ça, voilà, ça me parle beaucoup ce que tu dis là-dessus. Ça me parle beaucoup aussi tu parlais de la prise de conscience de tes enfants qui voient pas forcément. Mm. Euh, Moi, je sais que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience de manière très concrète récemment. Donc, c'est aussi après un chemin Mm. thérapeutique, analytique, etc. Des choses que je savais déjà sur ma famille, mais dont j'ai vraiment pris conscience sur l'impact transgénérationnel que ça pouvait avoir et au fait que bah, je suis aujourd'hui, Ida Gennari Elishri, en train de faire ce podcast, tu vois. Moi, j'ai une grand-mère dans les années 20 qui a dit à son mari, donc dans les années 20, il faut imaginer le contexte, voilà, on va avoir un seul enfant. Mm. On est ouvriers tous les deux et on va avoir un seul enfant parce que je veux accompagner son élévation sociale. Donc voilà, comment est-ce qu'on se positionne dans les années Quand 20? Il n'y tu a pas la décides. pilule, hein, il n'y a pas la pilule, il n'y a pas le Mm. truc, on est dans un milieu ouvrier, on n'a pas beaucoup de moyens, c'est pas la fiesta, quoi. Et il y a une femme qui s'appelle Marie et qui dit à son mari, voilà, on va faire un seul enfant et moi, je vais accompagner son élévation sociale. Mon grand-père devient médecin. Et voilà, je crois que c'est ça aussi. Et puis pour finir sur, en effet, ben, on est un certain nombre de femmes qui par les informations qu'elles ont eues, le parcours qu'elles ont eu, professionnel, d'études, etc., ont accès peut-être plus facilement à un réseau, à des connaissances, à un budget aussi qui leur permettent d'investir, etc. Comment est-ce qu'on fait pour pas laisser d'autres femmes voilà, sur le quai? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même cet outil incroyable qui est l'Internet, hein, voilà. Et ce podcast, par exemple, mais comme plein d'autres, ben, permet de diffuser de manière offerte. Et je dis de manière offerte parce que si ça existe, c'est parce qu'il y en a d'autres qui, parce qu'elles ont décidé d'y mettre le budget, l'investissement, etc., permettent que des entreprises comme les miennes fonctionnent et du coup, bah, diffuse de manière offerte de l'information. Moi, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important au sein de Psy Éco-Développement, c'est de vous accompagner, bien sûr, vous, mes clientes, enfin voilà, mais c'est aussi de pouvoir diffuser de l'information à un public beaucoup plus large et qui a de l'offert, j'aime pas dire gratuit, c'est pas gratuit parce que derrière il y a du travail, il y a des équipes qui sont rémunérées, etc. Mais qui sont offerts pour que ben, toutes celles qui peuvent ben, simplement se connecter à Internet, et donc ça je pense qu'aujourd'hui c'est possible pour tout le monde, et ben, se procurer l'information si elles le veulent. Mais on voit bien que ça part aussi d'une intention personnelle, c'est qu'à un moment donné, il faut ouvrir Google, il faut mettre podcast femmes sur Google, et puis bah, là, toutes les informations arrivent et on peut en faire quelque chose. Donc il y a aussi beaucoup de choses dont on peut se saisir aujourd'hui, et ça, je trouve ça magnifique. Et ça me permet aussi de te remercier et de remercier toutes les femmes qui participent au programme, parce que je dis souvent, c'est grâce à vous bah, qu'on peut déjà vous accompagner, c'est-à-dire que vous vous êtes aidé vous-même, hein, voilà, nous, on vous apporte la matière, certaines connaissances et puis le soutien nécessaire, etc.
Mais enfin, c'est grâce à vous, c'est d'abord vous qui avez décidé de passer le pas et d'y être, et ensuite de vous investir, y compris en temps, en énergie, en voilà, tout ce que ça nécessite à mobiliser. Et puis merci pour ce que ça permet, c'est-à-dire voilà, être auprès de plus de femmes et de donner de l'information au quotidien. Voilà. Ouais, c'est une belle rencontre en fait tout ça, tu vois, entre tout ce que tu dis là. Et effectivement, je trouve que ça a beaucoup de puissance et t'as raison, c'est chouette de pouvoir finalement. C'est pas un exercice facile pour moi, tu vois, d'enregistrer ça parce que c'est voilà, tu sais aussi que ça va être partagé, etc. Mais ouais, je le fais parce que je trouve ça chouette de partager et que c'est aussi comme ça finalement que chacun, à un moment donné, peut aussi faire un petit pas et c'est ce qu'on vit aussi au sein de l'école des femmes. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement à des femmes qui sont en train de nous écouter sur cette possibilité de déployer leurs facettes, de prendre leur place, de se révéler, de s'assumer, d'être libre? Qu'est-ce que tu aimerais envoyer comme message? Ben, je crois que le message que j'enverrai, c'est sans doute un peu bateau, hein, mais c'est celui d'oser. C'est celui d'oser cheminer, euh, faire des choses pour apprendre à mieux vous connaître, oser faire des trucs que vous n'avez jamais fait, oser aller Oui, vers des choses qui sont peut-être, qui vous font peut-être un peu peur, mais qui vont sans doute être transformantes. Et puis oser vous faire accompagner. Moi, je crois que le chemin, il se fait pas tout seul, en fait. Alors, il se fait tout seul parce que, évidemment, c'est toi qui travailles sur toi. Mais tu peux pas le faire tout seul si t'es pas accompagné par des gens qui eux-mêmes travaillent aussi sur eux, eux-mêmes voilà, montrent ce que tu as fait toi. Donc il y a un peu ces deux aspects-là, tu vois. Oser faire des choses qu'on n'a pas, qui nous font la trouille aussi, tu vois, ou ouais, qu'on n'a pas osé faire jusqu'à maintenant. Et puis bien s'entourer à la fois de professionnels et à la fois, je crois que c'est toi qui le dis aussi je sais plus si c'est dans un livre ou dans un enregistrement, mais Euh, c'est important aussi d'avoir autour de nous des gens qui nous soutiennent, qui vont nous accompagner dans ce chemin-là, parce que si on n'est que accompagné de gens qui vont pas comprendre ou nous mettre des bâtons dans les roues, etc., ça risque d'être compliqué. Euh, et donc c'est peut-être aussi parfois faire des choix, mais dans les gens qui nous entourent, c'est aussi bien de faire comprendre qu'on est aussi sur un chemin et qu'il y a des choses qui changent. Ça, c'est pas forcément simple, hein, parce qu'on bouge, du coup, ça nous fait bouger. Mais du coup, c'est bien se faire accompagner au sens très large et puis savoir en parler aussi, savoir expliquer ce qu'on est en train de vivre, pourquoi on est peut-être un peu différent, pourquoi on se transforme, pourquoi il y a des choses qui deviennent importantes pour nous. Euh, voilà, c'est peut-être le message que j'aurais envie d'envoyer à toutes celles et ceux qui nous regardent. formidable. Ben, je te propose qu'on termine sur ces mots-là, sur ce mot d'audace, pour encourager eh bien, toutes celles qui nous écoutent à cheminer, à faire un pas. Et j'aime bien l'idée de la curiosité, j'aime bien l'idée de voilà, aller tirer un fil et regarder ce qui se passe. Ouais, Ça peut être tellement réjouissant, tellement pétillant comme démarche. Et voilà, et ça peut se passer au coin de votre rue, avec les personnes que vous rencontrez au quotidien. Et simplement, oui, d'avoir cette curiosité d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. Je trouve que c'est un petit peu ça. et puis, Génial. de faire des petits pas, parce que c'est aussi ça qui fait faire des grands pas. Tu vois, des fois, on se dit, ah là là, c'est inatteignable, ça va être trop. Non, en fait, c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, font qu'à un moment donné, ça délivre. Et je crois que c'est peut-être l'autre message, c'est les petits pas. Pensez toujours Ouais. à ça. Même un petit truc, même, allez, 2 minutes de podcast aujourd'hui et une lecture demain. Et voilà, des toutes petites choses qu'on met dans sa vie et qui changent parce qu'au bout d'un moment, mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses. Merci beaucoup, Ida, c'était Ouais. très chouette. Merci énormément et merci aussi pour ce point-là, puisqu'en effet, c'est vrai que parfois on voit les gens à un point où on pense qu'ils sont arrivés. Mm. Notamment, je pense aux modèles, tu vois, type une Simone Veil, tu vois, des espèces Oui. de Mm. figures comme ça où on se dit, et, mais enfin, Simone Veil, elle est devenue Simone Veil en fait. Mm. Et il y a eu ce film l'année dernière qui Mm. retrace sa vie, et puis bon voilà, c'est les moments tragiques aussi de la vie, et les drames, les difficultés, et voilà, on voit bien que c'est un cheminement, et donc oui, c'est un pas après l'autre. Ouais.
Super, génial. Merci infiniment, Stéphanie. Je vous invite à basculer sur l'autre enregistrement qu'on va tourner avec Stéphanie concernant son témoignage au sein de l'école. Là, vous allez en savoir un peu plus sur comment Stéphanie a cheminé. Et puis, je vous dis à un prochain épisode tout bientôt. En attendant, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. Bye bye. Bye bye, à bientôt.